On savait que c'était Swann. Néanmoins, tout le monde se regarda d'un air interrogateur, et on envoya ma grand-mère en reconnaissance. Pensez à le remercier intelligiblement de son vin. Vous savez qu'il est délicieux, et la caisse est énorme, recommanda mon grand-père à ses deux belles-sœurs. Ne commencez pas à chuchoter, dit ma grand-tante. Comme c'est confortable d'arriver dans une maison où tout le monde parle bas. Ah, voilà monsieur Swann. Nous allons lui demander s'il croit qu'il fera beau demain, dit mon père. Ma mère pensait qu'un mot d'elle effacerait toute la peine que dans notre famille on avait pu faire à Swann depuis son mariage. Elle trouva le moyen de l'emmener un peu à l'écart, mais je la suivis. Je ne pouvais me décider à la quitter d'un pas en pensant que tout à l'heure, il faudrait que je la laisse dans la salle à manger et que je remonte dans ma chambre, sans avoir, comme les autres soirs, la consolation qu'elle vint m'embrasser. « Voyons, monsieur Swann, lui dit-elle, parlez-moi un peu de votre fille. Je suis sûre qu'elle a déjà le goût des belles œuvres, comme son papa. » « Mais venez donc vous asseoir avec nous tous sous la véranda, dit mon grand-père en s'approchant. Ma mère fut obligée de s'interrompre, mais elle tira de cette contrainte même une pensée délicate de plus, comme les bons poètes que la tyrannie de la rime force à trouver leur plus grande beauté. « Nous reparlerons d'elle quand nous serons tous les deux, dit-elle à mi-voix à Swann. Il n'y a qu'une maman qui soit digne de vous comprendre. Je suis sûre que la sienne serait de mon avis. » Nous nous assîmes tous autour de la table de fer. J'aurais voulu ne pas penser aux heures d'angoisse que je passerais ce soir seule dans ma chambre sans pouvoir m'endormir. Je tâchais de me persuader qu'elles n'avaient aucune importance, puisque je les aurais oubliées demain matin, de m'attacher à des idées d'avenir qui auraient dû me conduire comme sur un pont au-delà de l'abîme prochain qui m'effrayait. Mais mon esprit, tendu par ma préoccupation, rendu convexe comme le regard que je dardais sur ma mère, ne se laissait pénétrer par aucune impression étrangère. Les pensées entraient bien en lui, mais à condition de laisser dehors tout élément de beauté ou simplement de drôlerie qui m'eût touché ou distrait. Comme un malade, grâce à un anesthétique, assiste avec une pleine lucidité à l'opération qu'on pratique sur lui, mais sans rien sentir, je pouvais me réciter des vers que j'aimais ou observer les efforts que mon grand-père faisait pour parler à Swann du duc d'Audifray-Pasquier, sans que les premiers me fissent éprouver aucune émotion, les seconds aucune gaieté. Ces efforts furent infructueux. À peine mon grand-père eut-il posé à Swann une question relative à cet orateur, qu'une des sœurs de ma grand-mère, aux oreilles de qui cette question résonna comme un silence profond mais intempestif, et qu'il était poli de rompre, interpella l'autre. « Imagine-toi, Céline, que j'ai fait la connaissance d'une jeune institutrice suédoise qui m'a donné sur les coopératives dans les pays scandinaves des détails tout ce qu'il y a de plus intéressant. Il faudra qu'elle vienne dîner ici un soir. »« Je crois bien, répondit sa sœur Flora, mais je n'ai pas perdu mon temps non plus. J'ai rencontré monsieur Vinteuil, un vieux savant, qui connaît beaucoup Mauban, et à qui Mauban a expliqué dans le plus grand détail comment il s'y prend pour composer un rôle. C'est tout ce qu'il y a de plus intéressant. C'est un voisin de monsieur Vinteuil, je n'en savais rien, et il est très aimable. »« Il n'y a pas que monsieur Vinteuil qui ait des voisins aimables, s'écria ma tante Céline d'une voix que la timidité rendait forte et la préméditation factice, tout en jetant sur Swann ce qu'elle appelait un regard significatif. En même temps, ma tante Flora, qui avait compris que cette phrase était le remerciement de Céline pour le vin d'Asti, regardait également Swann avec un air mêlé de congratulation et d'ironie, soit simplement pour souligner le trait d'esprit de sa sœur, soit qu'elle enviât Swann de l'avoir inspiré, soit qu'elle ne put s'empêcher de se moquer de lui parce qu'elle le croyait sur la sellette. « Je crois qu'on pourra réussir à avoir ce monsieur à dîner, continua Flora. Quand on le met sur Mauban ou sur Madame Materna, il parle des heures sans s'arrêter. »« Ce doit être délicieux, soupira mon grand-père, dans l'esprit de qui la nature avait malheureusement aussi complètement omis d'inclure la possibilité de s'intéresser passionnément aux coopératives suédoises, ou à la composition des rôles de Mauban, qu'elle avait oublié de fournir celui des sœurs de ma grand-mère, du petit grain de sel qu'il faut ajouter soi-même pour y trouver quelque saveur à un récit sur la vie intime de Molé ou du comte de Paris. « Tenez, dit Swann à mon grand-père, ce que je vais vous dire a plus de rapport que cela n'en a l'air avec ce que vous me demandiez, car sur certains points les choses n'ont pas énormément changé. Je relisais ce matin dans Saint-Simon quelque chose qui vous aurait amusé.
C'est dans le volume sur son ambassade d'Espagne. Ce n'est pas un des meilleurs, ce n'est guère qu'un journal merveilleusement écrit, ce qui fait déjà une première différence avec les assommants journaux que nous nous croyons obligés de lire matin et soir. Je ne suis pas de votre avis. Il y a des jours où la lecture des journaux me semble fort agréable, interrompit ma tante Flora, pour montrer qu'elle avait lu la phrase sur le corot de Swann dans le Figaro. Quand il parle de choses ou de gens qui nous intéressent, enchérit ma tante Céline. Je ne dis pas non, répondit Swann étonné. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Du moment que nous déchirons fiévreusement chaque matin la bande du journal, alors on devrait changer les choses et mettre dans le journal, moi je ne sais pas, les pensées de Pascal. Il détacha ce mot d'un ton d'emphase ironique pour ne pas avoir l'air pédant. Et c'est dans le volume doré sur tranche, que nous n'ouvrons qu'une fois tous les 10 ans, ajouta-t-il en témoignant pour les choses mondaines ce dédain qu'affectent certains hommes du monde, que nous lirions que la reine de Grèce est allée à Cannes ou que la princesse de Léon a donné un bal costumé. Comme cela, la juste proportion serait rétablie. Mais regrettant de s'être laissé aller à parler, même légèrement, de choses sérieuses, « Nous avons une bien belle conversation, dit-il ironiquement. Je ne sais pas pourquoi nous abordons ces sommets. » Et se tournant vers mon grand-père, « Donc Saint-Simon raconte que Maulevrier avait eu l'audace de tendre la main à ses fils. Vous savez, c'est ce Maulevrier dont il dit « Jamais je ne vis dans cette épaisse bouteille que de l'humeur, de la grossièreté et des sottises. » Épaisse ou non, je connais des bouteilles où il y a tout autre chose, dit vivement Flora, qui tenait à avoir remercié Swann, elle aussi, car le présent de vin d'Asti s'adressait aux deux. Céline se mit à rire. Swann, interloqué, reprit. « Je ne sais si ce fut ignorance ou panneau, écrit Saint-Simon. Il voulut donner la main à mes enfants. Je m'en aperçus assez tôt pour l'en empêcher. Mon grand-père s'extasiait déjà sur ignorance ou panneau, mais mademoiselle Céline, chez qui le nom de Saint-Simon, un littérateur, avait empêché l'anesthésie complète des facultés auditives, s'indignait déjà. « Comment vous admirez cela ? Eh bien, c'est du joli. Mais qu'est-ce que cela peut vouloir dire ? Est-ce qu'un homme n'est pas autant qu'un autre ? Est-ce que cela peut faire qu'il soit du coup coché s'il a de l'intelligence et du cœur ? Il avait une belle manière d'élever ses enfants, votre Saint-Simon, s'il ne leur disait pas de donner la main à tous les honnêtes gens. Mais c'est abominable, tout simplement. Et vous osez citer cela ? » Et mon grand-père, navré, sentant l'impossibilité, devant cette obstruction, de chercher à faire raconter à Swann les histoires qui l'eussent amusé, disait à voix basse à maman « Rappelle-moi donc le vers que tu m'as appris et qui me soulage tant dans ces moments-là. Ah oui, Seigneur, que de vertus vous nous faites haïr. Ah, comme c'est bien. »